Pour moi, puisqu'il est 8 heures et 19 heures chez vous. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est un webinaire qu'on pourrait dire un peu basique, mais je pense que les bases sont de temps en temps bonnes à revoir et à bien cadrer. Et donc, on s'est mis d'accord avec Mustapha pour avoir deux sujets dans ce webinaire. Un premier sujet qui a trait à la biométrie, et puis un deuxième sujet qui a trait au site de mesure Doppler. Alors, en ce qui concerne la biométrie fœtale, il y a des recommandations. À chaque fois, on est quand même obligé d'en parler, quitte à dire qu'elles sont incomplètes ou qu'on pourrait faire d'autres choses. Et donc, on va commencer évidemment, logiquement, par le premier trimestre. Donc, au premier trimestre, on nous demande de mesurer la longueur crânio-caudale avec donc des marqueurs de mesure en place et de faire une image comme celle que vous avez en bas à gauche. On nous demande de mesurer le diamètre bipariétal avec, pareil, les marqueurs de mesure en place, c'est-à-dire les calipers à leur place. Et puis, bien sûr, la clarté nucale, ça va de soi. Alors, en ce qui concerne la longueur crânio-caudale, c'est comme tout, il faut avoir une certaine rigueur et il faut avoir des repères qui soient précis. Donc, évidemment qu'il s'agit de mesurer sur une coupe sagittale stricte, et c'est d'autant plus important que c'est cette mesure de la longueur crânio-caudale qui va permettre de dater la grossesse. Donc, il faut quoi comme paramètre? Il faut que l'embryon ça soit une image assez grande, donc il mesure plus de la moitié de l'image, que les deux extrémités, c'est-à-dire extrémité caudale et extrémité céphalique, soient dégagées. Il faut placer correctement les calipers sur ces deux extrémités. Et puis, il y a des critères qui permettent de dire que la coupe est sagittale. Et quand on veut avoir des critères très précis, eh bien, on doit voir sur une coupe sagittale le bourgeon génital, l'insertion du cordon. Et puis, au niveau céphalique, on ne doit pas avoir d'espace liquidien. Si on voit l'espace liquidien, c'est qu'on est légèrement parasagittal dans les ventricules latéraux. Et puis, pour être vraiment encore précis, ici, au niveau des os du nez, entre les os du nez et le palais, il doit y avoir une zone peu échogène, ce qui prouve qu'on est à l'intérieur des fosses nasales et pas au niveau des malais. Alors, en ce qui concerne la clarté, on mesure cette image de l'équipe de Licoïdes que tout le monde connaît. C'est cette zone ici, effectivement, de liquide qui est en arrière du cou du fœtus. Il y a une chose à remarquer qui est absolument bien visible sur cette image, c'est que la peau du fœtus est extrêmement fine. Et on comprend très bien, compte tenu de la technique ultrasonore, que si on n'est pas bien perpendiculaire à ce tissu cutané, eh bien, naturellement, on va avoir une mesure qui va être erronée. Alors, quand doit-on effectuer la mesure de la clarté nucale? Au premier trimestre de la grossesse, évidemment, mais encore de façon plus précise, entre 11 et 13 semaines puis 6 jours, et pour être encore plus précis, entre 45 et 84 mm de longueur de fœtus. La validation de l'utilisation de la nuque n'est pas faite en dehors de ces limites qui sont extrêmement précises. Alors, le cliché de la clarté nucale, c'est un cliché agrandi avec des calipers en place, évidemment une coupe parfaitement sagittale, et on retrouve ce qu'on a vu naturellement sur la coupe de la longueur crânio-caudale. Il faut évidemment faire un zoom suffisant. Et vous savez qu'on peut apprécier si cette clarté nucale est mesurée de façon correcte par un score qui s'appelle le score de Hermann. Ce score de Hermann comprend 3 critères majeurs et 3 critères mineurs, et vous connaissez ça par cœur. Les critères majeurs, le plan sagittal strict, la position des calipers, la continuité de la peau en arrière, et ça c'est important parce que si le fœtus est appuyé sur son amnios, on peut se tromper, ce qui fait que dans les critères mineurs, on parle effectivement de reconnaître l'amnios, une taille suffisante en ce qui concerne l'image, et puis une position de la tête qui doit être indifférente, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un espace de liquide sous le menton de façon à ce que ce menton soit dégagé et donc que la tête ne soit pas trop fléchie, ce qui diminuerait la mesure de la clarté nucale, soit au contraire
défléchie, ce qui augmenterait la mesure de cette clarté nucléaire. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel basique en ce qui concerne ce premier trimestre. Évidemment qu'on mesure le diamètre bipariétal, et ce diamètre bipariétal, même si on est au premier trimestre, on est sur un plan de coupe qui est vraiment très sensiblement le même que celui qu'on a au deuxième trimestre et qu'on verra un peu plus tard. C'est un plan de coupe dans lequel on ne voit pas de cervelet en arrière, et quand vous voyez cette image, en arrière, cette zone ici avec ce petit rond au milieu, c'est l'aqueduc de Sylvius, et donc on voit pas de structure de la fosse postérieure. En avant, on est à peu près à hauteur du V3 et à hauteur de la partie antérieure des ventricules latéraux. Alors, je vous ai agrandi l'image pour bien que vous voyez qu'on place les calipeurs externes, c'est-à-dire externes des plaques osseuses. C'est tout à fait habituel. Alors, est-ce qu'on peut faire d'autres mesures? Moi, je crois qu'il y a d'autres mesures à faire. Il y en a, à mon avis, deux qui sont très intéressantes et une troisième qui ne l'est pas moins. Alors, la première, c'est la mesure du périmètre crânien. Vous savez que c'est toujours la même chose. Je veux dire, ce qui compte dans une extrémité céphalique, c'est plutôt le périmètre crânien que le diamètre bipariétal. C'est effectivement un peu moins vrai au premier trimestre, mais quand même, ça a toute sa valeur. Je pense qu'il est tout à fait important de mesurer le périmètre abdominal et de rapporter, comme toujours, périmètre abdominal par rapport au périmètre crânien et par rapport à la longueur crânio-caudale. C'est un moyen quand même assez clair de pouvoir dépister les RCU très très précoces qu'on pourrait trouver dans des anomalies chromosomiques comme la trisomie 18 ou comme la triploïdie. On peut mesurer le diamètre du transverse du cervelet. Je trouve que ça a au moins un mérite du point de vue de la morphologie de ce fœtus, c'est que quand on mesure correctement le diamètre transverse du cervelet, on voit très bien ici une zone qui est une zone liquidienne, qui est en fait le futur V4, et donc c'est un moyen de vérifier au passage la clarté intracrânienne, et donc vous savez évidemment que c'est un signe d'appel par rapport au spina au premier trimestre. Alors, on passe évidemment, donc on a vu assez rapidement le premier trimestre, la nuque, la longueur crânio-caudale, et puis, à mon avis, BIP, PC, PA et le cervelet, et on a fait quand même un tour de la question qui est correct. Ça, c'est les images qui sont recommandées par la CNEF maintenant, qui avait publié un rapport en 2016 qui n'avait pas changé grand-chose par rapport à celui du Comité national technique de 2005. Et donc, vous voyez qu'on a évidemment le BIP, le PC, le PA et le fémur. Alors, on va évidemment regarder ces différentes mesures. Ces mesures doivent être toutes exprimées en millimètres. Alors, pourquoi et comment utiliser ces paramètres biométriques? D'abord, ces paramètres biométriques, il faut qu'ils soient lié à un référentiel qui est connu, qui est publié et surtout dont les modalités de fabrication ou de construction ont été bien édictées et qu'on les connaît. C'est-à-dire que quand on va faire une mesure, il faut mesurer suivant la façon dont le référentiel a été construit, parce que sinon, on a déjà une erreur méthodologique de départ. Et donc, toutes ces paramètres biométriques, en fait, ils sont dépendants de deux choses essentielles, le plan de coupe et le positionnement des curseurs ou des calipeurs. En ce qui concerne le diamètre bipariétal et le périmètre crânien, la coupe, elle est extrêmement claire et elle doit avoir des repères antérieurs et postérieurs et des repères latéraux. Les repères antérieurs et postérieurs, c'est en antérieur la cavité du septum pellucidum qui est marquée ici avec le petit 1, en arrière la citerne ambiante qui est marquée avec le petit 2, et ce que vous retrouvez parfaitement à droite, et donc ici au niveau 2, au niveau de la citerne ambiante, donc vous voyez parfaitement qu'on est au-dessus de la fosse postérieure. Le plan de coupe doit évidemment être correct aussi latéralement, c'est-à-dire que la distance entre la table osseuse et la ligne médiane d'un côté et entre la ligne médiane et la table osseuse de l'autre côté doivent être équivalentes. C'est ce qui est symbolisé par ces deux petits traits qui montrent l'équivalence.
Et donc, en fait, si on résume le contrôle de qualité, on a un plan qui est symétrique, on visualise les thalamies qui sont en avant de la citerne ambiante, on visualise la cavité du septum pellucidum, le cervelet n'est pas visible, et évidemment, caliper correctement placé, et puis un cliché suffisamment grand, c'est-à-dire qui occupe au moins la moitié de l'écran. Alors, petit commentaire sur ces critères. Le bon plan de coupe, c'est celui qui est à gauche. Celui qui est à gauche, on voit très bien la cavité du septum pellucidum avec cet aspect rectangulaire tout à fait caractéristique. On pourrait faire une erreur en étant un peu trop bas, et vous voyez sur la coupe de gauche, vous voyez deux petites formations ovales dans la partie postérieure de la cavité du septum pellucidum. C'est la partie antérieure des cornes du trigone, et qu'on revoit parfaitement ici, le trigone ou fornix, vous savez que c'est la même chose. Donc si vous êtes ici, vous êtes un peu trop bas, et donc c'est pas tout à fait le bon repère. La mesure va être un tout petit peu faussée, mais elle sera un tout petit peu faussée, autant travailler correctement. Alors la citerne ambiante, c'est le repère postérieur, et quand vous voyez ici sur la coupe sagittale le trait vert qui correspond à cette mesure du bipariétal, vous voyez que ici en arrière, la citerne ambiante, on la reconnaît parfaitement en arrière de la lame tectale, au-dessus du cervelet et en dessous du splénium du corps calleux. Et donc cette citerne ambiante, on la voit parfaitement stylisée ici. Alors, la position des calipers, c'est quelque chose qui a très longtemps, je dirais, fait polémique ou du moins entraîné beaucoup de discussions. Maintenant, on est plutôt avec des nouvelles courbes qui sont les courbes dites Intergrowth 21. Et donc, pour ces mesures-là, on me pose des calipers sur la table externe, à l'extérieur de la table externe, comme on le voit ici, alors que les courbes du CFEF ont été construites avec des calipers qui étaient au milieu de la table osseuse, de chaque côté, en proximal et en distal. Et donc, vous voyez très bien, c'est sûr que ça ne va pas avoir une répercussion énorme, mais que si vous utilisez la courbe du CFEF et que vous mesurez externe-externe, ben vous avez déjà une erreur méthodologique de départ. Et si inversement, vous utilisez une coupe intergrowth et que vous faites milieu-milieu, ben vous allez minimiser un peu votre diamètre bipariétal et vous allez donc effectivement entraîner là aussi une erreur méthodologique. Donc, je vous encourage à regarder dans vos machines quelles sont les courbes qui sont mises et surtout quelles courbes ont été sélectionnées à être utilisées, et donc de vous conformer à la méthodologie de la courbe qui est dans votre machine, ou éventuellement, si cette courbe ne vous convient pas parce que vous voulez travailler avec courbe intergrowth, alors c'était CFEF ou inverse, eh bien, demandez aux ingénieurs d'application de vous sélectionner le bon référentiel. En ce qui concerne ce positionnement des curseurs, donc, on l'a vu. Et ce qu'il faut faire attention pour le périmètre crânien, c'est à bien placer, évidemment, les curseurs, mais surtout à bien placer l'ellipse. Et vous voyez que dans la zone qui est dans la partie antérieure de l'extrémité céphalique et dans sa partie postérieure, eh bien, de par la physique des ultrasons, vous allez être avec un faisceau ultrasonore qui va être tangentiel à ces deux extrémités, et pour éviter de minimiser ou au contraire d'agrandir le périmètre crânien, on a plutôt tendance d'ailleurs à le réduire. Il faut bien suivre la table osseuse tant que vous la voyez et bien placer votre ellipse en fonction de cette continuité des plaques osseuses, parce que ici vous n'aurez pas vraiment de repère. Alors, en ce qui concerne le périmètre abdominal, il y a des repères qui sont antéro-postérieurs. Ces repères antéro-postérieurs, c'est le sinus portal, en fait, qui est le coude fait par la veine portale principale. Donc ça, c'est le repère antérieur. Le repère postérieur, on peut considérer que c'est la surrénale ou le pilier du diaphragme. Ça veut dire qu'en tout cas, on doit être ni trop bas, c'est-à-dire ni au niveau du rein, ni trop haut, c'est-à-dire au niveau du poumon.
L'estomac n'est pas un repère de cette coupe abdominale, mais c'est vrai que la plupart du temps, il est présent sur cette coupe. Alors, bien évidemment qu'il y a un élément aussi à prendre en considération, c'est que si vous appuyez un peu trop sur la paroi maternelle, vous allez appuyer sur le périmètre abdominal et vous allez avoir un périmètre abdominal qui va être un peu diminué et qui surtout va être de forme ovalaire et pas rond comme il devrait l'être. Donc, ces repères antérieurs, c'est donc le sinus porte, et en arrière, on en a parlé, la glande surrénale, et donc, encore une fois, objectif. Si vous êtes trop près de l'insertion de la veine ombilicale, comme compte tenu que la veine ombilicale a un trajet qui va du bas vers le haut, vous allez en fait avoir une coupe qui va être ovalaire et vous allez majorer ce périmètre abdominal. Et c'est pareil en arrière, si vous êtes au niveau ou du rein ou du poumon, vous allez avoir non plus une coupe qui va être strictement ronde, vous allez avoir une coupe qui va être ovalaire, et c'est exactement comme vous coupez un saucisson. Si vous le coupez bien perpendiculaire, vous avez une rondelle bien ronde. Si vous le coupez légèrement biais, vous avez une rondelle ovale. Et essayez avec un saucisson, je sais que le saucisson, c'est pas tellement chez vous, mais quelque chose qui est bien rond. Vous pouvez faire la même chose avec un concombre, ça marchera aussi. Ok, vous verrez que si vous faites perpendiculaire au grand axe du concombre, eh ben, ça sera rond. Alors que si vous le faites de façon oblique, eh bien, vous allez avoir une courbe ovalaire et qui sera donc avec une dimension plus importante qu'une coupe strictement circulaire. C'est pas très compliqué de positionner les curseurs, il n'y a qu'une seule façon. Il faut positionner les curseurs à l'interface entre la peau du fœtus et les tissus environnants ou le liquide amniotique. Il faut faire attention, l'erreur pourrait être de placer l'ellipse au contact des côtes. Et évidemment, là, vous minimiseriez de façon assez importante ce périmètre abdominal. Alors, le fémur, comment on mesure le fémur? Eh bien, le fémur, on va mesurer, en fait, ce qu'on va mesurer dans le fémur, c'est la diaphyse. C'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer, évidemment, les deux épiphyses. Et donc, ce qu'on va mesurer, c'est cette partie brillante de la diaphyse. Et vous pouvez tout de suite voir sur cette image, et on va en reparler 2 minutes, c'est qu'en fait, si on est bien perpendiculaire au fémur, c'est-à-dire si on l'a bien mis horizontal, les ultrasons vont être absorbés par le fémur et donc ça va dessiner un cône d'ombre et vous pouvez très bien vous servir de ces bords du cône d'ombre pour repérer au mieux la diaphyse. Et donc, on mettra les calipers juste à ces deux extrémités de la diaphyse. Et donc, on sert du cône d'ombre comme je vous l'ai dit. Alors, ce qui est important, et c'est la démonstration de ce qu'on vient de dire, les machines ont beaucoup évolué. Donc, on a des machines qui ont une puissance importante. Et donc, de plus en plus, on rend le bord de l'épiphyse écogène. Et donc, vous voyez, je vous ai mis 2 mesures ici qui ont été faites chez la même patiente, mais simplement en plaçant bien les calipers à gauche et en les plaçant mal à droite. Et vous voyez qu'on passe de 50 mm à 56 mm, ça fait donc une sacrée erreur. Tout simplement parce que dans l'image de droite, on a placé le caliper à l'extrémité de ce qui était visible de l'épiphyse, pas au niveau de la diaphyse, il aurait dû être ici, et donc ce qui entraîne cette erreur. Alors, la façon dont on aborde le fémur est importante. Si on a un abord externe, vous voyez qu'on a des bords arrondis au niveau ici, en particulier à l'extrémité supérieure de la diaphyse, et on va avoir donc une mesure qui va être assez imprécise ici. Donc, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'avoir un abord antérieur. D'ailleurs, si vous ne faites pas un abord antérieur, il y a toutes les chances que votre fémur apparaisse comme courbe, ce qui est tout à fait anormal. Donc, il faut, avec votre sonde, que vous tourniez jusqu'à temps que vous ayez un fémur le plus horizontal possible et bien rectiligne. Alors,
Donc ça, c'est les mesures classiques habituelles et qu'il faut bien savoir faire. Mais il y a d'autres mesures possibles. Alors, je vais vous mettre tout un panel de mesures. Certaines probablement vous serviront assez peu. Comme vous aurez cette présentation avec vous dans vos archives, vous pourrez vous y reporter si vous en avez besoin. Alors évidemment, la mesure des ventricules latéraux, on en a maintes fois parlé quand on a parlé du cerveau. Le plan de coupe, c'est un plan de coupe donc, qui est très légèrement différent de celui du diabète bipariétal, c'est-à-dire que là, on est volontairement un peu plus bas que la cavité du septum au niveau des piliers du trigone. En arrière, on est au niveau de la cystine ambiante. Et latéralement, toujours la même chose. Table osseuse, milieu de l'autre côté, doivent être équivalents. Et donc, la mesure va se faire en regard du sillon occipital interne, qu'on voit déjà un peu mousse à 22 semaines, mais qu'on va voir de plus en plus au fur et à mesure. Et donc, en regard de ce sillon occipital interne, et la mesure doit être perpendiculaire au bord externe du ventricule. Et ça, c'est très important parce que si vous faites une mesure qui est oblique, en fait, c'est le carré de l'hypoténuse et vous allez augmenter la taille du ventricule. Évidemment, ce qui a très peu d'importance quand c'est un ventricule de taille normale, mais quand vous allez avoir un ventricule qui va être augmenté, vous pouvez passer de 9,5 à 10,5 et donc vous retrouvez dans le cadre d'une ventriculomégalie, ce qui n'est plus du tout le même problème. Donc, grande rigueur dans cette mesure et je vous assure que pour voir des images passer au stade de CPDP, il y a beaucoup d'internes, voire de chefs, qui auraient à bien vérifier ce qu'ils font parce que de temps en temps, on voit passer un peu n'importe quoi. Alors, vous savez que on peut apprécier si cette mesure a été correcte, c'est le score qu'avait publié Laurent Guibaud. Si vous respectez la technique que je vous ai indiquée, je pense que vous n'avez pas besoin de coter systématiquement vos images. Le diamètre transverse du cervelet, c'est intéressant. Et quand vous mesurez ce diamètre du transverse du cervelet, profitez-en vraiment pour regarder le V4. C'est une petite digression, mais vous n'avez pas d'anomalie du vermis avec un V4 normal. Et je viens d'avoir une expérience sur un cas difficile d'une dame qui était assez volumineuse et en fait dont le fœtus s'est avéré porteur d'un Joubert. Et je vous assure que c'était difficile et que j'ai peut-être au départ, honnêtement, pas été assez vigilant sur ce vermis et sur ce V4 que j'avais vu effectivement anormal, mais pour dire qu'effectivement c'est un Joubert. Donc profitez-en pour regarder le V4, ça aura au moins ce mérite si vous mesurez le diamètre transverse du cerveau. Alors il y a des tables, vous les trouverez dans cette présentation, elles seront à votre disposition. En ce qui concerne la grande citerne, là c'est pareil, la grande citerne, c'est peut-être pas la peine de la mesurer de la façon systématique. Mesurez-la quand subjectivement vous avez l'impression qu'elle est assez large. Et comment vous la mesurez? Vous la mesurez sur un plan cavo-cérébelleux. Il n'y a pas d'autre plan possible. Et surtout, la mesure doit être sur la ligne médiane. De temps en temps, on voit des mesures derrière les hémisphères cérébelleux, pas tout à fait au milieu. Ça ne vaut rien. Les seules tables qui ont été publiées, elles sont publiées avec une mesure sur le plan cavo-cérébelleux et sur la ligne médiane. Et vous savez évidemment que la normale est inférieure à 10 mm. On peut mesurer, bien évidemment, des éléments de la fosse postérieure, en particulier le vermis. Donc, on peut mesurer le diamètre antéro-postérieur du vermis, comme ici. On peut mesurer la surface vermienne. Il y a des tables pour ça. Ça, c'est une table qui avait été faite par le collège avec Véronique Mirles comme premier auteur. Vous retrouverez ça sans aucune difficulté. Mais vous pouvez aussi retenir une chose extrêmement simple. Grosso modo, la surface vermienne fait 1 cm² à 22 semaines et fait quasiment 3 cm² à 32 semaines. Vous voyez, 1 pour 22, 3 pour 32, c'est assez facile à retenir. On peut mesurer le tronc cérébral. Effectivement, de temps en temps, on a des hypoplasies qui sont en général plutôt d'ailleurs ponto-cérébelleuses. Là aussi, vous avez des tables de mesure. Vous les retrouverez à votre disposition. Un petit élément important dont on a déjà
plusieurs fois parlé à propos de la fosse postérieure, c'est les angles de cette fosse postérieure, et ces angles permettent de localiser la tente du cervelet et permettent de vérifier si le vermicérébelleux est surélevé ou non. Et donc, le premier angle, c'est l'angle BT, c'est-à-dire brainstem tentorium angle, c'est-à-dire face postérieure du tronc cérébral et tente du cervelet. C'est un angle qui, grosso modo, fait à peu près 30 degrés. Et l'angle BV, c'est-à-dire brainstem vermian angle, qui a donc face postérieure du tronc cérébral, face antérieure du vermis, et il est inférieur à 10. Et en général, en pratique, quand le vermis est parfaitement positionné, il est quasiment à 0. Alors évidemment que si on veut être extrêmement performant, eh bien l'idéal est de faire des acquisitions volumiques dans le plan sagittal à partir des coupes multiplanaires. Alors, je pense que ces angles de la fosse postérieure qui avaient été décrits donc par une équipe italienne, qui sont très intéressants. Je pense que de plus en plus, compte tenu des techniques Doppler dont on dispose, et en particulier d'une technique qui s'appelle le slow flow, je pense qu'on va de plus en plus véritablement localiser le torcular. Hein, et ce torcular, c'est à l'union des sinus sagittaux supérieurs, sinus droit et sinus transverse. Et à partir du moment où on localisera le torcular, on aura moins besoin de mesurer ces angles. Et donc, probablement, c'est appelé à disparaître à un moment ou à un autre. La mesure du corps calleux, la coupe doit être absolument sagittale stricte. On doit s'assurer que le corps calleux a une morphologie complète. Un corps calleux normal, ça a un rostrum, un petit bec ici, c'est un genou. Il y a ensuite le corps du corps calleux et puis la partie postérieure renflée qui s'appelle le splenium. Et donc, on doit se mettre à l'interface de la structure du corps calleux qui est moins écogène que l'environnement et bien positionné. Ces calipers, donc on-to-on, exactement comme on pourrait le faire pour une clarté nucale. Je vous ai mis ici des tables. Ça, c'est une table qu'on avait fait à Necker à partir des mesures que j'avais fait moi du corps calleux. Vous voyez que c'était pas quand même une petite chose, puisqu'en fait, on avait incorporé 6207 examens avec des examens du deuxième et du troisième trimestre. Et donc, on retrouve aussi ces mesures ici, qui sont à peine différentes de celles de mon copain Aquiron, qui avait publié. Donc, ici, la longueur. Moi, personnellement, je ne m'étais pas occupé de l'épaisseur. Et donc, vous retrouvez ça aussi ici, et ça sera à votre disposition. Alors, d'autres mesures plus annexes. On est assez régulièrement confronté à la thyroïde. Pourquoi? Parce qu'on nous envoie des patientes, et les patientes dont il faut mesurer la thyroïde, c'est des patientes qui ont des anticorps anti-récepteurs à la thyroïde, des TRAC. Et donc, la thyroïde, ça se repère comment? On en avait déjà parlé il y a quelques temps, je crois que c'était encore à l'époque du présentiel. Donc, la thyroïde, ça se repère grâce ici au cartilage cricoïde, qui est ce cartilage ici en forme de fer à cheval à ouverture antérieure. Et une fois qu'on a repéré ce cartilage facile à repérer, puisqu'il est très anécogène, eh bien, on descend un petit peu et on voit la thyroïde. Et donc, pour mesurer la thyroïde, il faut avoir un abord latéral, c'est-à-dire que le grand axe de la thyroïde soit du haut vers le bas, et on place les calipers à l'interface entre la thyroïde et le tissu environnant, qui est en général légèrement anécogène. Et surtout, on a un repère visuel qui est très intéressant, c'est qu'une thyroïde normale, donc sans goitre, eh bien, ça a un diamètre transverse qui est inférieur à la vertèbre qui lui est contiguë, comme on peut le voir sur ces deux images. Il y a des courbes qui ont été faites, c'est des courbes qui avaient été faites à une époque par Edith Villard. Alors, c'est une courbe qui est très très connue, qu'on utilise régulièrement, mais je l'ai un peu customisée parce que je trouvais que sur la courbe classique où les couleurs étaient assez proches et où on mélangeait périmètre et diamètre transverse, c'était un peu compliqué. Alors, tout ce qui est là en jaune, c'est les périmètres. Tout ce qui est sous les pointillés en bas,
c'est ce qui correspond au diamètre. Et donc, vous voyez ici les diamètres d'Edith Vuillard. D'ailleurs, en fait, quand on regarde la stylisation, eh bien, effectivement, 5e percentile ici, 95e percentile. Et puis, il y a deux courbes, là, les courbes de Vuillard et Ronzini. Vous voyez qu'elles sont assez proches. Celle de Ronzini est un tout petit peu inférieure en ce qui concerne le périmètre de cette thyroïde. Donc ça peut vous servir si vous êtes confronté à une patiente qui a un antécédent de base d'eau ou un base d'eau traité, et surtout qui a des tracs, il faudra la surveiller régulièrement tous les mois. Alors évidemment, je reparle dans les mesures des angles faciaux. Donc ces mesures se font à partir d'un triplan. Elles ont quoi comme objectif de rendre un profil subjectif en quelque chose d'objectif. C'est évidemment les travaux de mon ami Jean-Marc Levaillant et de mon autre ami Daniel Roten. Et donc, vous connaissez ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je vous rappelle que l'angle facial supérieur, c'est un angle qui est formé pour un côté par une droite tangente aux os frontaux, pour l'autre côté par une droite tangente aux OPN. Donc, cet angle facial supérieur est stylisé ici par ce triangle jaune, et un angle facial supérieur, c'est 131 degrés. Il faut retenir 131 degrés, plus ou moins 12 degrés, et c'est un angle normal. L'angle facial inférieur, un tout petit peu plus compliqué. On commence par tracer une tangente aux os frontaux, puis la perpendiculaire, ce qui représente le premier côté de l'angle, le deuxième côté de l'angle étant une ligne qui passe par le menton et la lèvre la plus protruse, c'est-à-dire la lèvre la plus en avant. Et vous voyez qu'évidemment, ça sera un très bon moyen de repérer les rétrognatismes. Et donc, vous voyez ici les mesures. Retenez qu'un menton normalement placé, donc un angle facial inférieur normal, c'est au-dessus de 60 degrés. Je vous ai mis, pour que vous ayez ça dans vos archives, la biométrie rénale. Donc, je vous ai mis ici un travail qui a été publié en 2012. Donc, vous retrouverez ces valeurs. Je n'ai pas besoin de vous faire de grands schémas et de grands débats là-dessus. Simplement, faites attention à ne pas mesurer deux fois le diamètre antéro-postérieur. Mesurez bien le diamètre antéro-postérieur, la grande longueur et puis le diamètre transverse. On peut mesurer la flèche hépatique. La flèche hépatique, c'est une mesure qui n'est pas très facile à faire. J'ai l'habitude de dire, moi, que c'est plus facile de voir de façon subjective une splénomégalie qu'une hépatomégalie. En tout cas, si vous la mesurez, c'est un axe vertical et c'est une mesure qui se fait dans l'hypochondre droit, en dehors de la vésicule biliaire. Et là, c'est pareil, je vous ai mis cette courbe, et vous voyez que cette courbe, elle est plus qu'ancienne, elle date de 86, avec des noms en particulier très connus, puisque Campbell était dans cette affaire. Donc ça, c'est pour la biométrie qui me paraît utile d'avoir en sa possession, et d'avoir sous le coude quand on a besoin de s'y référer. Alors, les sites de mesure Doppler maintenant. Et donc, évidemment, je ne vais pas m'intéresser à la pathologie en rapport avec le Doppler, je vais m'intéresser uniquement à où mesure-t-on. Donc, bien sûr, les artères utérines, artère ombilicale, artère cérébrale et le ductus venosus. Alors, le Doppler des artères utérines, eh bien, il va se mesurer donc au niveau du pseudo-croisement de l'artère utérine avec les vaisseaux iliaques, et on va avoir un certain nombre de vidéos qui vont vous le montrer. Le Doppler utérin, ça sert à quoi? Ça sert à explorer qu'au moment où le trophoblast s'est inséré sur l'utérus, les relations se sont bien faites, c'est-à-dire que ce trophoblast a digéré, entre guillemets, une partie de la paroi utérine pour avoir une implantation qui est correcte. Alors, voilà ce qu'on peut styliser. Okay. Là, on voit très bien que l'ouverture ici des vaisseaux utérins se fait à plein canal, alors qu'ici, les artères spiralées, elles sont étroites.
Et donc, on comprend très bien que l'apport sanguin va être tout à fait insuffisant. En fait, cette vague de colisation, elle se fait en 2 fois, à 13 et à 18 semaines. Alors, à quoi ça sert le Doppler des artères utérines? Eh bien, si effectivement on a une mauvaise coagulation, eh bien, on va avoir une absence de baisse des résistances périphériques et donc on va avoir une diminution de la vascularisation du lit utéroplacentaire et on va donc évidemment avoir une anomalie des Dopplers utérins et on sait très bien effectivement que ça se retrouve dans les retards de croissance intra-utérins qui vont être d'origine vasculaire. Alors, comment on va mesurer ce Doppler d'artère utérine? On peut le faire soit par voie abdominale, soit par voie vaginale. C'est quand même plus facile de le faire avec des Doppler couleurs. Effectivement, on arrive parfois assez bien à voir l'artère utérine sans Doppler, mais mettez de la couleur, c'est plus facile. Il faut regarder les deux artères utérines. On a de temps en temps des surprises où on voit un côté qui est parfaitement normal et puis de l'autre côté, on a une artère utérine qui est défaillante avec un notch important et une diastole qui est franchement abaissée. Ça se fait grosso modo dans la fosse iliaque à peu près à 5 cm au-dessus de l'arcade rurale. Et comment on fait? On va repérer l'artère iliaque externe. Et cette artère iliaque externe, on la repère comment? On la repère parce que c'est une artère à paroi élastique et qui a une composante diastolique négative et qui est tout à fait caractéristique. Et en plus, quand on l'entend, elle donne l'impression qu'il y a un fouet. Alors, si là, mesurer les artères utérines, donc sur l'image de gauche, le pseudo-croisement avec l'artère utérine qui croise ici les vaisseaux iliaques, la position de la sonde, vous voyez que le nombril de la patiente est ici, l'iliaque est là, on a positionné la sonde latéralement et de façon oblique au niveau de la. Et puis à droite, effectivement, on va laisser tourner un petit peu la vidéo, voilà. Et là, ici, on a du biflow, donc on voit très bien avec du Doppler. On voit très bien qu'en fait, c'est bien un pseudo-croisement. Alors, on peut utiliser la voie vaginale et ça peut être très utile quand on a un peu de difficulté à retrouver l'artère utérine, en particulier chez les patientes qui ont un BMI assez important. N'hésitez pas à utiliser la voie vaginale, à aller placer votre sonde en face du cul-de-sac vaginal latéral et vous allez avoir la courbe que fait l'artère utérine et ça sera assez facile. Essayez de le faire, vous verrez que c'est fortement intéressant et assez facile. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser? En fait, essentiellement deux choses, la diastole et puis la zone qui est immédiatement après la systole, donc en proto-diastolique, c'est-à-dire au début de la diastole, pour rechercher ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire les notches. Et donc, effectivement, vous avez des rapports qui sont soit des index de résistance, soit des index de pulsatilité. C'est probablement un peu plus pertinent d'utiliser la pulsatilité. Et donc, en fait, une artère utérine perturbée, c'est une artère utérine dont la diastole est extrêmement faible, comme on le voit ici, avec cette incisure proto-diastolique, c'est-à-dire le notch. En fait, c'est comme si le flux sanguin qui arrivait dans l'artère utérine se trouvait heurter un mur et donc avait un recul en arrière. C'est ça, cette incisure proto-diastolique qu'on voit très bien sur l'image ici à droite. Alors, on a des gradations qui sont différentes de ces anomalies des artères utérines. Un aspect normal avec une diastole parfaite, pas d'incisure protodiastolique. Ici, on a déjà une diastole qui est un tout petit peu abaissée. Ici, on a ce que ma copine Evelyne Sinebert appelle un notchounet, c'est-à-dire une petite encoche protodiastolique avec une diastole qui est encore assez correcte. Et puis ici, effectivement, un notch plus important et une diastole franchement abaissée. Vous avez ici, je vous ai mis ça, c'est index de pulsatilité des artères utérines en fonction du terme.
Donc, vous pouvez retrouver en général, quand vous avez un logiciel qui fait de compte rendu échographie, en général, il y a des tables qui sont entrées à l'intérieur. Donc, ça, Doppler artério-utérine, on a exploré le côté maternel. Doppler ombilical, on va explorer le côté fœtal. Et donc, on va explorer donc, cette circulation fœto-placentaire. Et donc, ça va nous permettre de rechercher une altération des échanges entre la mère et le fœtus et qui pourrait entraîner retard de croissance intra-utérin et souffrance fœtale. Et évidemment que cette origine est le plus souvent d'origine placentaire, comme l'ont montré à plusieurs reprises les études anatomopathologiques. Alors, c'est quoi l'intérêt de ce Doppler? Eh bien, c'est de vérifier s'il y a effectivement une augmentation des résistances vasculaires placentaires, donc de voir si on a une diminution de la composante diastolique. Mais en fait, c'est un élément qui explore les échanges au niveau fœto-placentaire, mais qui ne va pas du tout renseigner sur l'hypoxie éventuelle du fœtus. Alors, comment sur le Doppler, on a mis du Doppler, cette artère éthérique. En ce qui me concerne, je remonte à la ligne de base pour la slide sur cette zone ici, et je n'inverse pas le flux du Doppler. On peut aussi faire. Excuse-moi, Jean-Philippe, il y a des petits problèmes techniques. On n'entend pas. Moi, je pense que les vidéos ont du mal à passer. Ah, zut. Alors, mais vous entendez le son ou pas des vidéos? Pas tellement. Le son, on n'a pas le flux tant qu'on l'aurait souhaité. Là, c'est le silence total. Pas grand-chose parce que normalement, le micro devrait le... Bon, ceci étant dit, vous voyez, Pas tellement. Hein. défiler le spectre. C'est quoi? Là, dans l'image, il y a ce vidéo qui a défilé le spectre en bas. Oui, ça défile sans problème. Et il y a pas... donc ça, quand tu envoies les vidéos, ça entrecoupe ta voix aussi. Hein. Ça coupe à voix, mais c'est pas grave si vous entendez le son. Ben, pas tellement. Pas tellement. Ben, je suis désolé, je peux pas faire beaucoup mieux. Oui, je sais, mais parfois c'est une question de bande passante. Ouais, il n'y a pas assez de bande passante. Ouais, il n'y a pas assez de flux pour transcrire toutes ces informations. Je vais revenir en arrière. Voilà, je vais revenir en arrière et pas démarrer la vidéo. Donc, on peut faire la mesure en cordon libre. Ça, c'est l'image de droite. Et on peut faire, évidemment, attendez, je vais bricoler pour essayer que vous ayez tout. Donc, ici, celle-là. OK. Et donc, vous avez ici une mesure qui se fait en latéro-vésical. Alors, on est en train de mesurer les résistances placentaires. Donc, on comprend très bien que plus on est loin du placenta, plus les résistances vont être élevées. Et donc, cette histoire de mesurer en latéro-vésical, il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que si ces résistances sont normales et si vous avez une diastole comme ici de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Je veux dire, vous avez des résistances qui sont normales. Si par contre, vous trouvez, lorsque vous faites cette mesure en latérovésical,
vous trouvez une diastole abaissée, voire nulle, voire inversée, il faut absolument, dans un second temps, aller faire une mesure en cordon libre. Alors, simplement là, pareil, j'arrête les vidéos, je vous coupe le son pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Il est important, et vous avez sur vos machines un truc qui s'appelle WWF, c'est les filtres. Et j'avance la vidéo, voilà. Ici, on est à ce niveau-là. Vous voyez qu'on a toute une zone ici, au-dessus de la ligne de base. Ça, c'est pas normal, c'est que les filtres sont mal réglés. Alors, dans un deuxième temps, j'ai réglé les filtres. Et vous voyez que là, c'est l'inverse, c'est tout le bas du spectre qui a disparu. Et donc, je finis par, effectivement, un moment être plus pertinent. Et là, j'ai réglé correctement les filtres. C'est-à-dire qu'on n'a pas empiété sur la partie basse du spectre. Et par contre, on n'a pas ici de fausse image au-dessus de la ligne de base. Vous avez bien vu ça? Allô? Oui, Oui, tout là, à vous fait. avez vu, je vous ai coupé le son pour pas que ça coupe ce que j'étais en train de vous expliquer. Oui, oui, de toute façon, OK? c'est bon. Très bien. Alors, le spectre Doppler normal, eh ben, évidemment, il y a une systole qui est tout à fait correcte et une diastole qui, elle aussi, parfaitement correcte. On a des index de pulsatilité et des index de résistance. Voilà ici trois aspects différents du spectre de Doppler ombilical. Ici, simplement une diminution de la diastole. Et vous voyez que c'est en périvésical. Donc, si effectivement j'ai ça, je vais aller regarder en cordon libre. Ici, toujours en périvésical, vous avez une diastole qui est quasiment nulle. Et ici, on a toujours en périvésical une diastole qui est avec un reverse flow. Donc, clairement, je veux dire, dans toutes ces mesures-là, il faut aller regarder en cordon libre pour être sûr de notre affaire. Et donc, voilà un petit graphique avec l'index de pulsatilité dans l'artère ombilicale, évidemment. Il y a deux artères ombilicales. Le Doppler cérébral, on va mesurer quoi? Alors, évidemment, on est au niveau du polycone de Willis, donc on est sur une coupe axiale du cerveau, au niveau de la citerne pré-pédonculaire et prépontique, et prépendiculaire, pardon. Et on a ici, effectivement, donc, les artères cérébrales antérieures, la communicante antérieure ici, les deux carotides et le tronc basilaire qui est ici. Et donc, ce qui va essentiellement nous intéresser, c'est évidemment l'artère cérébrale moyenne. Et donc, l'artère cérébrale moyenne va pouvoir nous intéresser dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand on est en face d'un retard de croissance intra-utérin, le fœtus va s'adapter à son hypoxie et son apport minime de sang par les résistances placentaires. Et donc, il va protéger les territoires nobles. Et donc, c'est ce qu'on appelle la redistribution. Les organes qui sont protégés sont le cœur, le cerveau, les surrénales. Par contre, les organes qui sont plutôt sacrifiés quand il y a une redistribution, c'est évidemment le foie, pancréas et intestin. Donc, ce qui explique qu'on voit assez volontiers des intestins hyperécogènes dans les retards de croissance, les membres et puis ici les reins qui sont aussi pas favorisés par la redistribution. Deuxième élément très important, alors qu'est-ce qui va se passer quand on a une redistribution? Eh bien, je reviens un tout petit peu en arrière. On va avoir une diastole qui va augmenter. Et donc, quand vous regardez le spectre de l'artère de l'artère cérébrale moyenne, eh bien, cette diastole est augmentée et se présente plutôt comme un spectre d'une artère ombilicale normale plutôt que comme une artère cérébrale habituelle. Deuxième cas de figure, c'est le dépistage des anémies. Et donc, on va rechercher ce qu'on appelle le pic systolique de l'artère cérébrale moyenne. Alors, c'est assez facile à comprendre. Moins il y a de globules, plus ça circule vite. Donc, évidemment que si on a des anémies, ça va circuler plus vite et on va avoir un pic qui va être augmenté. Donc, les indications, vous les connaissez, les alloimmunisations Rhésus, les alloimmunisations Kell, parvovirus, hémorragie fœto-maternelle, les alpha-thalassémies, et puis pour les grossesses monocoriales,
le syndrome transfuseur-transfusé. Et donc, pareil, je vais arrêter la vidéo. Vous voyez que ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir un axe de tir qui doit être dans l'axe de l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale moyenne, elle est dans cet axe et l'axe de tir doit être le plus près possible de l'axe de la vertèbre. Ça veut dire qu'il faut absolument ne pas utiliser ce qu'on appelle la correction d'angle. Il faut que vous déplaciez votre sonde de façon à vous mettre dans un axe de tir qui soit celui des artères cérébrales moyennes. Et on mesure l'artère proximale près de son départ. Il y avait une époque, Marie, qui avait fait les travaux sur la limite fétale, avait fait aussi des tables de mesure pour l'artère distale. Oubliez ça, artère proximale, axe de tir dans l'axe du vaisseau, très important. Alors, comment ça se présente une artère cérébrale moyenne et son spectre? Eh bien, voilà son spectre avec une importante diastole, une importante systole, pardon, et une diastole très modérée. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, si on avait une redistribution, on aurait une diastole qui serait nettement plus élevée qu'elle l'est ici. Et vous voyez qu'on a ici un tir qui est quasiment dans l'axe, mais qui pourrait probablement être encore un tout petit peu mieux. On a des tables avec l'index de pulsatilité, mais en pratique, ce n'est pas trop ce qu'on va utiliser, en particulier pour l'adémie. On va utiliser un site qui est sur Internet tout à fait freeware. Et donc, c'est un site qui s'appelle périnatologie avec un y.com. En fait, vous faites quoi? Vous mettez l'âge gestationnel arrondi. Donc, si vous êtes à 33 plus 2, vous mettez 33. Si vous êtes à 33 plus 5, vous mettez 34. Vous allez indiquer ici la mesure du pic systolique de l'artère cérébrale moyenne et vous allez appuyer sur calculer et ça va vous rendre un résultat en médiane de la moyenne. On considère qu'il y a une anémie importante si le pic systolique d'artère cérébrale moyenne est supérieur à 1,55 médiane de la moyenne. Alors attention, c'est une mesure qui n'est pas très facile à faire, il faut avoir l'habitude et donc je vous encourage à le faire assez régulièrement pour vous entraîner. On considère qu'il faut faire 3 mesures pour prendre la meilleure techniquement possible et surtout, il ne faut pas appuyer sur la tête fétale parce que vous perturberiez considérablement cette mesure. Le Doppler du canal d'Aransus, personnellement, j'ai plutôt tendance à le mesurer sur une coupe sagittale parce que cette coupe sagittale a un avantage majeur, c'est qu'on voit très bien le trajet de ce ductus qui est ici et ça évite de se tromper avec une veine sus-hépatique qui aurait un spectre tout à fait différent. Et le problème du ductus, c'est que on considère qu'il est pathologique quand l'onde A, c'est-à-dire l'onde qui correspond à la systole auriculaire, est négative. Et quand vous faites un spectre de veine sus-hépatique, eh bien, vous avez une onde A négative. Et donc, ce Doppler veineux, en fait, quand vous surveillez un retard de croissance intra-terrain, vous faites les artères utérines pour savoir si c'est vasculaire, vous faites tout votre bilan pour savoir si effectivement c'est vasculaire ou si c'est syndromique, et ensuite vous occupez du Doppler ombilical. Tant que le Doppler ombilical a une diastole correcte, il n'y a pas de souci. Quand vous avez une diastole qui devient très faible, et surtout a fortiori quand il y a un reverse flow, c'est là que le Doppler veineux a un intérêt, car c'est sûrement le plus prédictif d'un risque de mort fétale in utero à court terme. Et si vous avez Doppler ombilical avec un reverse flow et Doppler veineux avec une onde négative, il est largement temps d'extraire ce fœtus si vous ne voulez pas. Je vais arrêter. Pardon. Excusez-moi, je suis désolé, je suis obligé de. Pardon, marche arrière. Voilà. Donc, vous avez ici une possible mesure en coupe axiale. Alors, comment on va reconnaître la coupe axiale? Eh bien, comme ce ductus venosus est un vaisseau avec un calibre qui est petit,
avec des parois très élastiques, eh bien, on va avoir effectivement au niveau de ce ductus un aliasing qui est un très bon repère quand on est sur une coupe axiale. Quand on est sur une coupe sagittale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve ça plus facile. Et donc, en repérant sa position anatomique, et je vous ai mis ici cette image où vous voyez donc l'insertion du cordon, la veine ombilicale, et vous voyez qu'on a ici ce ductus avec un aliasing, et donc vous voyez que c'est très facile de le repérer sur cette coupe sagittale. Le spectre a ces deux aspects ici un peu en W quand on est dans ce sens-là ou en M quand on est dans le sens inverse. Et surtout, ce qui est important, c'est cette zone ici qui est l'onde A et qu'on va voir sur l'image d'après, voilà ici. Donc cette onde A, elle correspond à la systole auriculaire, c'est-à-dire au moment où l'oreillette se contracte. Et donc si cette onde A est négative, eh bien c'est que manifestement il y a un problème au niveau de la précharge qui peut être soit effectivement, je veux dire, l'hypoxie majeure, soit un certain nombre de pathologies cardiaques qui pourraient effectivement donner une onde A négative quand il y a une augmentation de la précharge, donc au remplissage du ventricule droit. Voilà, donc c'est bien rodé. Alors, je vous ai mis cette vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps en vous montrant qu'ici, il y a une superposition de deux spectres. Le spectre qui est finement échogène, c'est le spectre du ductus. Et comme je suis un peu à cheval sur une veine sous-hépatique, j'ai le spectre ici d'une veine sous-hépatique. Et vous voyez que ce spectre de la veine sous-hépatique, eh bien, il a une onde A très négative et qu'il ne faut pas donc se prendre les pieds dans le tapis parce qu'ici, vous pourriez effectivement, si vous vous trompez et si vous échantillonnez une veine sous-hépatique, eh bien, vous pourrez conclure à un faux ductus pathologique. Voilà une vraie onde négative dans un ductus. Vous voyez qu'on a le spectre habituel et cette onde qui est effectivement négatif. Alors on peut aussi effectivement se servir de ce ductus au premier trimestre, à une époque où on cherchait tous les moyens de dépister la trisomie 21. L'équipe de Nicolaides avait montré effectivement qu'une onde négative, ça augmentait le risque de trisomie 21. En fait, ça découle du fait qu'un certain nombre de trisomiques ont des anomalies cardiaques et que c'est plutôt d'anomalies cardiaques qu'on met en évidence que véritablement, bien sûr, la trisomie. Donc voilà ce que je voulais vous dire, qui est un panel un peu générique. Et puis, évidemment, vous avez la possibilité de retrouver tout ça dans des ouvrages récemment parus ou un peu moins récemment parus, mais à votre disposition. Alors, je vais couper le partage. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cet exposé, comme toujours, brillant et qui fait le point. Nos amis ici présents, pour lesquels je souhaite une bonne soirée. Je vois des questions là, il y a des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a surtout Dr Korsi qui est toujours présente avec Yamine, toujours les mêmes, Soumia aussi. Donc tu as la liste depuis le début pour Dr Korsi, puis Yamine. Alors, par contre, il y a des questions, mais il y a pas de texte. Alors, je vais commencer par la première question qui est une question de Soumaya. Je lis la question: comment on peut dater une grossesse chez une patiente vue en fin de grossesse sans datation premier trimestre avec comme antécédent des bébés de petit poids à la naissance? Merci. Eh bien, merci de cette bonne question auquel il est extrêmement difficile de répondre. Parce qu'on va effectivement, si le fœtus qui est en cours est lui aussi un fœtus PGA et a fortiori un fœtus en retard de croissance intra-utérin, eh ben, j'ai pas de recette miracle. Je crois pas que franchement il y en ait. On va essayer, je vais dire, quand on va dater, peut-être que c'est le BIP le meilleur truc et encore, mais on va être précis à 3-4 semaines près. Donc, j'ai pas la réponse parfaite. On peut s'aider d'un truc qui est un peu
un peu tiré par les cheveux, mais qui pourrait vous servir, c'est quand même regarder la giration et regarder en particulier la vallée sylvienne. Si la vallée sylvienne est très operculée en forme de T, a priori, vous êtes au-delà de 32 semaines. Hein. Bon, ça peut peut-être un petit élément qui peut vous servir. Alors, au premier trimestre de la grossesse, donc c'est Sadia El Korchi, au premier trimestre de la grossesse, la présence d'un enfant serait normale ou pathologique. Et alors, je ne sais pas si c'est la suite de la question parce qu'elle dit je parle du Doppler ombilical. Alors, Doppler ombilical, premier trimestre, bah, on ne fait pas. Si on parle de notch de Doppler des artères utérines, il faut savoir que ça a été fait de façon systématique, en particulier par l'équipe de Saint-Denis, et que 50% des patientes ont un notch utérin au premier trimestre de la grossesse. Donc, pas très indicatif. En tout cas, pas très indicatif dans une population à bas risque. Probablement tout à fait intéressant dans une population à haut risque, c'est-à-dire une population où il y a des antécédents de retard de croissance, d'HRP, tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, il y a Leïla, qui est là, bien sûr. Et Leïla, elle dit quoi? Alors, intérêt du Doppler au niveau de l'isthme aortique, oui, c'est un élément qui avait été qui a été aussi développé, en particulier par l'équipe de Jean-Claude Fouron à Québec. Ça semble intéressant. Je crois que très peu d'équipes l'utilisent. Je ne sais pas si c'est. Je pense que c'est à placer entre le Doppler ombilical avec un reverse flow et le ductus. Donc, c'est quand même plutôt un élément d'inquiétude sérieux. Encore faut-il avoir bien l'habitude d'utiliser ce Doppler de l'isthme aortique. Personnellement, j'en ai pas l'expérience. Un certain nombre en ont parlé. Je crois que c'est pas beaucoup utilisé, en tout cas dans nos équipes. C'est les cardiopédiatres, je pense, qui utilisent. Oui, plutôt, je pense. Mais plutôt en postnatal. Oui, tout à fait. Alors, deuxième question de Sadia. Sur la coupe du fémur, la métaphyse n'est pas toujours bien visible. La métaphyse n'est pas toujours bien visible, ouais. Le fait de l'avoir et pouvoir estimer sa forme serait-il en rapport avec une pathologie? Ah bah, vous me tendez une perche qui est grosse comme un tronc d'arbre. Évidemment qu'en particulier la métaphyse supérieure du fémur, quand vous êtes au troisième trimestre, voire un deuxième trimestre un peu avancé, c'est-à-dire au-dessus de 25-26 semaines, si elle est filée, bah, ça s'appelle une achondroplasie avec un fémur court. Donc ça, c'est vraiment effectivement tout à fait important. Pour le PA, il faut voir au moins une côte bien dessinée. Non, Leïla, la côte, on s'en fiche. Autre question de Leïla, le plan décrit pour le PC est celui du plus grand PC visible à l'échographie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le plan décrit pour le PC est celui du plus grand PC visible à l'échographie. Bah, je dirais que pour moi, c'est pas le plus grand PC, c'est celui qui est techniquement bien mesuré. Alors effectivement, de temps en temps, on peut avoir des difficultés. En particulier, c'est particulièrement vrai au troisième trimestre, où souvent l'abdomen fœtal est un peu compressé par ce qu'il y a autour, par le rachis de la dame, par éventuellement de temps en temps le placenta. Il faut vraiment essayer d'avoir la sonde et la main légère qui tient la sonde de façon à ce que ça soit le plus rond possible. Intérêt du diamètre fonte occipital, oui, bien sûr que c'est intéressant. Je ne l'ai pas mentionné et je peux m'auto-flageller en considérant que c'est une erreur. C'est intéressant effectivement en particulier plutôt pour les brachycéphalies, les dolichocéphalies aussi, mais surtout pour les brachycéphalies. Alors, au premier trimestre, la mesure du BIP est fausse si les plexus choroïdes sont vus en totalité. La réponse est vraie, c'est faux. Si vous voyez le plexus choroïde dans sa totalité, alors, dans sa totalité, c'est-à-dire que vous êtes en plein milieu du plexus choroïde, donc vous êtes en plein ventricule, donc vous êtes dans un plan qui est un peu trop au-dessous de ce que vous devriez avoir pour mesurer le BIP pariétal. Voilà, j'ai épuisé les questions qui étaient là.
Ben oui, moi, je te félicite pour cet exposé, vraiment qui est un panorama, un survol de toute une révision sur l'écoanatomie et qu'on retrouve bien sûr dans ton excellent bouquin. Je pense que la plupart d'entre nous l'ont déjà sur leur bibliothèque et c'est vraiment un travail fabuleux. Et La première fois que je pourrais revenir, je ferai une séance de dédicace. oui, bien sûr, ben, vous en aurez. Avec, bien sûr, on attend ce jour avec beaucoup d'impatience. Ah oui, oui, on est tous pareils. Sûr. Pas d'autres questions? Ben, je pense que le temps fait, c'est déjà tard chez toi. On te remercie encore une fois au nom de tous les membres du cercle et en souhaitant te voir très prochainement, puisque nous, on va rentrer bientôt au mois de Ramadan, donc ça nous laissera un mois de répit pour réfléchir à ce qu'on va faire après le Je pense mois que de dans un mois, on en saura peut-être un petit peu plus. J'espère. C'est ça, on discutera et on espère qu'il y aura au moins un présentiel avant l'été. On Avec verra. On beaucoup verra. de- ouais. Mousse, ce que je te propose, c'est qu'on se téléphone demain ou après-demain. Euh, Oui, Demain en particulier, c'est vendredi demain. On peut se oui, faire demain ou lundi et puis on parlera un peu de comment on essaye on de. s'organise pour la suite. Eh D'accord? bien, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Et Amis, à tout bonsoir à tous. Portez-vous bien, protégez-vous, sortez couverts. Couverts avec le masque, hein, le reste aussi si vous voulez. Mais ça, c'est un autre problème. Allez, salut, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous retrouvez ce webinaire comme les autres sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Bien sûr, il y a pas mal de références qui sont sorties sur ce webinaire et qui permettront de vous y référer chaque fois que vous avez besoin d'une mesure ou d'une courbe. Et toujours, nous remerciements pour Jean-Philippe. À très bientôt, tout le monde. Une nouvelle question de dernière minute. Allez. Ah non, c'était bonsoir et merci alors. C'est merci beaucoup, merci à tous et bonsoir. Bonsoir. Merci.